Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, votre tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Agapit Napoléon Maforican, le processus électoral se poursuit avec aujourd'hui le positionnement sur le bulletin unique, dont des duos. Les trois duos, d'ailleurs, déjà, Corentin Koé, Irénée Agossa pour la position, donc le numéro un. Et en deuxième position, nous avons bien évidemment le duo Alassane Soumanou Diemba et Paul Onkpe. Et puis enfin, le duo Patrice Talon, Mariam Chabi, Talata, une simple formalité. Non, c'est pas une formalité, ça ne peut pas être une formalité. Ça ne peut pas être une formalité dans la mesure où il y a eu un tirage de sort, et donc il y a un positionnement. Voilà, donc cela dit, à 3 c'est plus facile. À 3 c'est plus facile, soit on est en haut, soit on est au milieu, soit on est en Et en bas. bas. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple que de dire, bon voilà, à gauche, vous comptez 3 vers le bas, vous Exactement. n'allez à 2. Ouais, donc, En 2016, on avait 33 candidats voilà, donc du positionnés. coup on dit, bon voilà, vous regardez, il faut compter 3 vers le bas, il faut aller maintenant, il faut compter, tout ça c'est compliqué. Donc à 3, oui, on peut dire que ça semble une formalité, mais c'est un processus, c'est un passage, parfois ça crée des situations, parfois ça il y a des contentieux liés au positionnement sur le bulletin unique. Donc, même aller au bulletin unique n'a pas été facile également. Aujourd'hui, ça semble une formalité, tant mieux. Ça veut dire que le processus, on prend un peu des habitudes et c'est bien qu'on évolue sur cette voie. Très bien. Vous aviez pressenti Abdoulaye Biotchane, vous l'aviez présenté vice-président. Aujourd'hui, désigné directeur de campagne, Agapit Napoléon Maforican, est-ce une consolation? Non, non, ça, il n'a pas postulé, hein, c'est moi qui avais, quand nous Effectivement, spéculions, il y avait beaucoup de critères qui quand nous spéculions, oui, favoraient. il avait un peu ce profil très, très technocrate, disons, pas trop encombrant pour perturber le président de la République dans son fonctionnement. Donc, il avait un peu ce profil de vice-président. Mais il n'a pas postulé. Bon, mais c'était un autre de son parti. Mais finalement, c'est l'UP qui a ravi la vedette. Donc, voilà, là, donc, il n'y a pas de consolation. Il n'a pas postulé, donc il n'était pas demandeur. Voilà. Cela dit, maintenant, il est directeur de campagne, je pense. Il a le profil, il a l'entre-gens, il a l'envergure, Est-ce que c'est une prime également à la loyauté, à la fidélité quand même? Oui et non, oui, parce que bon, pourquoi pas, et Biochanek, c'est quand même un profil intéressant du point de vue technocrate, du point de vue aussi gestion des dossiers. Et puis bon, vous voyez, durant le quinquennat, on ne peut pas dire qu'il est resté très, très, très politique. Oui, il a dit le BR, parfois, hein, quand on dit d'habitude, on dit bras de fer dans un gant de velours. C'est une manière de dire, mais il a l'air peut-être pas aussi ferme, mais les sanctions, ces temps-ci, ça pleut du Tout côté à du fait. BR et on n'a pas Il y a l'impression. une certaine rigueur Une rigueur, voilà. dans la Donc, gestion du parti. cela dit, non, vous savez, je pense qu'il y a un équilibre qui est en train d'être fait entre ces deux grandes formations politiques. Vous savez, le vice-président RUP, bon, donc, Le directeur de sans campagne, BR, en fait, ça c'est mon analyse. C'est personnel, ça peut ne pas être le choix ou le critère, parce que Koupaki René aurait pu bien l'être. Mais aujourd'hui, le président de la République, il est du Sud, il est candidat, il est du Sud, il est d'Abomey, Ouida. Alors donc, le vice-président est du Nord, est du Borgou. Bon, voilà, le directeur de campagne, non, le vice-président, oui, oui, je pense qu'elle mélange les deux. oui, tout à fait. Mélange les deux, et puis voilà, de l'UP. Et puis le BR prend l'autre vice-président, et le En BR fait, prend la direction de campagne ouais. et peut-être également région septentrionale. Ils sont d'équilibre, sinon ça aurait pu être bien, parce qu'il y a des pas qui. On va dire oui, bon voilà, il est de la même région que le chef de l'État, étant de Ouida. Alors, c'est des considérations qui entrent en ligne de compte, d'une manière ou d'une autre. Même si le chef d'État n'y prend pas toujours garde, c'est des considérations qui entrent en ligne de compte dans l'analyse. Nous on analyse, après il y en a qui agissent. Donc, dans l'analyse, on en tient compte et je pense que c'est plutôt un choix politique. À mon avis, c'est plus politique que technique. Il a un bon profil technique. On ne peut pas dire le contraire. Mais à mon avis,
La direction de campagne, déjà, c'est une direction politique. Donc, du coup, c'est un choix politique. Voilà, et déjà la Constitution, on va quand même nous intéresser à la Constitution de la coordination nationale de campagne. Il y a par exemple les deux grands partis, sinon on le dit ainsi, le BR 4 membres et le P 4 membres, les autres partis de la mouvance, donc le PRD, le DBN et puis Moël Bénin, 2-2. Tout le monde y figure pour anticiper sur les frustrations. Oh non, il n'y a pas de frustration à voir. Je pense que tout le monde devrait y être, tout le monde y est. Quand vous êtes... c'est ça, c'est-à-dire que c'est une équipe politique. Et ceux qui sont représentés dans les postes au niveau du Parlement, dans les conseils communaux, ils ont 4. Les autres ont 2-2, c'est pas mal. Ils se retrouvent 8 contre 6 en réalité. 8 contre 6 en fait, plus une équipe nommée par le chef de l'État. Le duo. Et puis, bon, des personnels et les commissions techniques. Des personnalités d'appui qui sont quand même d'appui, qui sont là, et qui sont très, très importants. Je pense aussi la coordination est l'organe peut-être de décision. Il y a les équipes qui sont les organes d'exécution, qui sont à l'opérationnalité et qui vont investir le terrain, qui vont occuper l'espace, qui vont mettre en œuvre la stratégie définie par la coordination. Je pense que la campagne a démarré du côté du duo Talon-Tarata. Ah, très bien. Il y a déjà, vous savez que nous sommes quand même dans une période d'effervescence, en fait, une période sensible où, voilà, il y a des propos qui sortent, un certain nombre de choses. En tout cas, le gouvernement du Bénin a tenu à quand même mettre en garde tout simplement les potentiels fauteurs de troubles ou d'auteurs, donc d'incitation sur les réseaux sociaux. Cette mise en garde du gouvernement du Bénin est-elle opportune? Est-ce que cela ne vient pas quand même susciter quelques, en fait, je ne sais pas, quelques incitations dans le cœur de certains? Non, faut pas. Pourquoi? Mais avant d'aller là, je pense que nous parlions de la direction, de la coordination de campagne du duo Talon-Tarata. Il faudrait peut-être dire, on l'a dit hier, que l'entrée en matière du duo Corentin Correa et René Agossa, et aujourd'hui, ce jeudi 25 février, il y a l'investiture du duo Djemba Rumpé. Ça, c'est important aussi d'en parler. Il y a un trio, donc il faut bien essayer donc d'équilibrer tant qu'on peut. Donc, c'est important également de noter, tout à l'heure, je suivais votre émission sur les toiles, j'ai noté que le seul parti qui a présenté officiellement un duo, c'est le FCBE. C'est bon de le noter, et les internautes l'ont fait. C'est également important de le dire. Ça montre quoi? Ça montre que les réformes sont en cours. Ce parti FCBE n'est pas aux élections législatives parce qu'il y a une intransigeance au niveau de sa direction, parce qu'il y a une posture de va-t-en-guerre, parce qu'il y a une position de jusqu'au boutiste qui voulait broyer, anéantir, disons, les efforts de réforme. Et curieusement, ce parti a tenté par les caciques qui sont restés avec leur leader et les rénovateurs sont allés vers le repositionnement du parti. Conséquence, représenté dans cette mairie, je ne parle pas si c'était pas un peu leur aventure. Donc cette mairie qui pourrait diriger, ils en dirigent 6 aujourd'hui, membres des conseils, bien des conseils communaux. Aujourd'hui, ils avaient la possibilité d'avoir 6 parrains, ils en ont eu 20. Et c'est eux qui ont trouvé peut-être la méthode originale d'aller quérir les parrainages et qui montrent que c'était possible. Ils ont demandé à leurs militants d'y aller, d'aller quérir. Donc, aux responsables, même le secrétaire exécutif national s'est plié au jeu et s'est retrouvé deuxième du premier, de celui qui a gagné. Et ça, et qui est venu défendre ça sur les médias, c'est un autre candidat qui a tenté, mais qui n'a pas eu autant que les autres. Alors, donc, vous voyez que c'est une démocratie à l'interne. Et une pratique qui est intéressante et qui a montré que ce parti vraiment a quand même les bases et que a raté quelque chose en 2019. Et vous voulez dire donc c'est des enseignements à tirer? C'est des enseignements à tirer surtout par ceux qui grognent de l'autre côté, ceux qui ont utilisé la facilité de la critique, l'âme facile de la critique et les méthodes anciennes
hein, totalement désuète donc du blocage, de la politique de la chaise vide, des menaces. C'est ça, je pense que c'est une leçon pour eux, de savoir que quand on veut, on peut. Le parrainage ne peut pas constituer un blocage. C'est des hommes. Et quels hommes en plus? C'est des hommes et des femmes que vous côtoyez, qui sont vos amis, avec qui vous avez été militants dans tel parti, depuis l'UBF, depuis les partis de départ, hein, depuis les années 90, au parti, au regroupement circonstancié qu'on a eu. Les gens étaient ensemble à l'UN. Les gens étaient ensemble à l'UBF. Donc tout ça, il ne peut pas dire qu'il ne peut pas se parler. Donc ceux qui sont entrés dans une posture va-t-en-guerre contre le parrainage ont montré que, ont compris que le FCBE leur a donné une très bonne leçon. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, l'investiture, c'est un grand bruit, mais quand même... Effectivement, bon, parce que... Oui, c'est un grand bruit, ça passe. Je pense que c'est une leçon à la classe politique, surtout ceux qui se réclament de l'opposition. Le FCBE leur donne cette leçon. Et parce que le parti quand même déroule son plan sans problème. Absolument. Absolument. On désigne un directeur de campagne, on programme l'investiture, on fait un certain nombre de choses. Sans bruit. Exactement. Et ça, c'est intéressant de le noter et de renvoyer. Vous savez, on n'a pas besoin d'être agrégé, on n'a pas besoin d'être diplomate, on n'a pas besoin d'être bardé de carnet d'adresse particulier pour faire la politique, c'est le terrain. C'est la maîtrise du terrain, c'est l'art d'anticipation, c'est la capacité à mettre en place une stratégie et à la dérouler. C'est une capacité de mobilisation des ressources tant humaines que financières. C'est ça, c'est pas de la rhétorique. Et donc, sur l'étoile, beaucoup pensent que c'est de la rhétorique. Ils se rendent compte que Paul Nkwe n'est pas un grand rhétoricien, il ne bavade pas beaucoup. Djemba, il fait beaucoup d'humour, mais depuis qu'on l'a désigné, on ne l'a même pas encore vu dans une interview particulièrement. Mais il gère leur communication. Et ça, Agapit Napoléon Mafocan, je crois que quand même certaines personnalités de l'opposition comprennent aujourd'hui ce qui se passe. Et d'ailleurs, certainement, vous avez lu cette réflexion de Guy Mitokwe sur l'opposition qui n'est pas unie et qui n'a pas de stratégie et qui se rabat sur une certaine ou une éventuelle ou une probable infiltration. Quand vous lisez quand même ce poste de Guy Mitokwe, donc vous pouvez certainement comprendre qu'on reconnaît les insuffisances de cette opposition. En fait, ce n'est pas un poste de Guy Mitokwe, c'est une reprise. Il a repris sur son mur un poste de Arandessi, qui plutôt en fait, oui, il répondait, et qui est un leader un peu de ce groupe qui parlait d'infiltration. Non, est-ce qu'il parle d'infiltration? Je pense qu'il parlait, il répliquait à ceux qui parlent d'infiltration, il me semble. De toute façon, je ne sais pas si c'est Arandessi ou bien... Arandessi parlait d'infiltration. Et Mitokwe lui répond. Exactement. Ok. Et donc, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est aussi simple que ça. Quand les gens disent qu'ils font de la résistance, la question c'est de savoir, ils résistent à quoi? Quand il y a des qui s'opposent, la question est de savoir vous opposez à quoi. En réalité, l'opposition, sous nos cieux, surtout au Bénin, c'est l'opposition à un homme, et non à une idée, et non à une stratégie. C'est rare que les gens s'opposent à des stratégies, à des idées. Donc, du coup, lorsque l'opposition est orientée vers un individu, notamment celui qui est au pouvoir, vous ne pouvez pas vous entendre indéfiniment. Parce que vous n'êtes pas unis sur un idéal. Vous êtes unis sur un... Donc, chacun a son agenda qu'il déroule. Sinon, comment se fait-il qu'on met en place un comité paritaire? On signe les documents. Et que le lendemain, parce que vous êtes chef suprême de je ne sais pas quoi, vous demandez aux gens de replier. Et je suis comme des bêtes de somme, ils replient. Sans rien. Au mépris de toute commodité civile, de civilité, hein, ou de respect aux institutions, aux hommes, tout au moins, entre soi, entre humains. Donc, ce qui s'est passé, après, on dit bien qu'il y a eu élection monocolore, il y a eu élection non inclusive. Et déjà, prendre ces postures, parce qu'il fallait nécessairement mettre un peu de semer de la zizanie et jeter du discrédit sur le processus parce qu'il y a réforme et que c'est l'autre qui porte les réformes. Donc, ce qui a dit à Arandessi, ce qui a répondu Guy Mitokwe surtout, je pense qu'il fait preuve d'une certaine cohérence, enfin, d'une lucidité. Il a déjà démontré quand il était au Parlement, c'est quand même quelqu'un dont les prises de position étaient pertinentes, qui essaye qui a un an quand même à revendre. Bon, après, il a suivi son leader dans la résistance de je ne sais à quoi, mais
il est resté cohérent. Il est resté cohérent à garder le silence et il s'est fait de cette petite sortie. Je pense qu'il y a un gros mal, comme je dis, le gros malentendu de la démocratie, c'est qu'on n'a pas de repères, on n'a pas de, c'est une démocratie qui n'a pas qui va dans tous les sens. Les gens ne savent même pas ce qu'on appelle démocratie. C'est les gens qui n'ont aucun mandat, qui bavardent beaucoup. C'est eux qui en imposent aux institutions. Et tout ça fonctionne dans le pays comme si c'était normal. Et lorsque quelqu'un tente de remettre les choses à l'endroit, bon voilà, ça crie, ça va dans tous les sens. C'est un peu ça. Donc, on y est dans le désordre ambiant, dans ce que chacun pense, l'autre peut juger, l'un peut juger l'autre. On se juge aussi facilement que ça. Il y a pas de respect. Il n'y a pas de considération, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. Les gens, ils vont comme ils veulent. Et quand l'autre tape sur la tête, il dit, mais donne un peu de sérieux à ce que nous faisons. Ça va dans tous les sens. Les choses changent quand même. Oui, heureusement. Vous savez, le changement n'a pas besoin que tout le monde vous agglutine autour. Le changement, c'est quand vous croyez, quand vous êtes porteur d'un processus de changement, vous créez votre coalition et vous foncez. Les résistants, il ne faut surtout pas baisser les bras face aux résistants. Si vous baissez les bras face aux résistants, le changement s'écroule. On a vu de 2006 à 2016, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une volonté réellement de changement. Mais après, des contingences, une certaine posture, on fait que tout ça là est volé en éclat parce qu'on allait en dents de scie, ça monte, ça descend, ça va devant, ça va derrière, parce qu'on n'avait pas une vision, on n'avait peut-être pas une bonne boussole. Et depuis 2016, on a l'impression que là, bien, le cap est mis, ça avance quand même, ça avance tout de même. Et j'espère que ça va continuer et d'avancer. Le gouvernement béninois prévient contre toute incitation à la violence sur les réseaux sociaux. C'était important de le dire. C'est important, puisqu'il y a des lois. La force doit rester aux lois. Les lois existent. Et à force pour que les gens ne crient pas demain, on les met à garde. C'est normal. On n'a même pas besoin de mettre des gens en garde pour appliquer la loi. C'est une politique de sensibilisation, c'est une pédagogie. Et c'est bien de le faire. Mais pourquoi, comme dit la formule lapidaire, a fait que nul n'en ignore. A fait que nul n'en ignore, parce que nul n'est censé, en principe, ignorer la loi. Mais on rappelle encore la loi. On rappelle que force restera la loi. A fait que nul n'en ignore. Demain, il ne faut pas que les gens... Parce qu'il y a des gens qui devraient aller déjà sensibiliser, à prévenir, à dire à ceux qui mettent de lui sur le fait, attention, on est dans un pays de droit, il y a les lois, il y a les institutions. On peut ne pas être d'accord, mais on ne doit pas menacer, on ne doit pas violenter, on ne doit pas aller aux escalades, puisqu'il y a des lois qui doivent s'appliquer. Les gens vont attendre demain, quand la loi va commencer à s'appliquer, on va dire la paix, et donc c'est comme si il y en a qui ont le monopole de mettre du désordre et d'autres doivent avoir la faiblesse de ne pas appliquer la loi. Je pense que la sortie du ministre Orunla, une sortie très opportune. Maintenant, désormais, nul ne pourrait en ignorer et on espère que force restera effectivement à la loi. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforcan, consultant politique à UTL, expert électoral par ailleurs. C'était donc la chronique du soir. Votre chronique qui laisse place maintenant à Ça se discute, notre causerie débat avec nos invités en plateau. Restez avec nous.